Alors, bienvenue à ce webinaire organisé par la TUJ, l'Association des Tunisiens des grandes écoles. La session d'aujourd'hui est consacrée au mobile payment et au mobile money. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et afin de permettre vraiment à la majorité des participants de nous rejoindre, je vais prendre une minute pour parler de quelques actions que la TUJ mène dans le cadre du Covid-19. Donc, je vais projeter afin que ça soit clair. Voilà. Alors, face au Covid-19, la TUJ a lancé plusieurs initiatives, comme par exemple la première initiative consiste à organiser une cagnotte qui a permis de collecter des fonds pour soutenir les hôpitaux tunisiens. Et grâce à la générosité de nos donateurs, on a pu collecter plus de 100 000 euros de dons distribués à des hôpitaux dans différentes régions de la Tunisie, comme vous pouvez le voir sur l'écran. En plus, on a versé une partie de la cagnotte à la Fondation de la Maison Tunisie pour aider les étudiants tunisiens à l'étranger. On envisage également de mener des actions pour soutenir les familles nécessiteuses en Tunisie. Mais on continue de recevoir des demandes de la part des hôpitaux et de nos organismes partenaires. Et c'est pour cela que la campagne se poursuit. Donc, n'hésitez pas à y contribuer si vous avez bien sûr les moyens. Le deuxième axe sur lequel la TUJ a mené une action, c'est l'organisation d'une série de webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui. Ce sont des webinaires qui traitent différents sujets pour aider à la réflexion sur la lutte collective contre la pandémie. Voilà donc pour la partie, le mot d'introduction sur les actions de la TUJ. Bienvenue de nouveau à tous ceux qui viennent de se joindre à nous dans ce webinaire. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre à la fois sur Zoom et sur Facebook Live. Alors, nous parlerons aujourd'hui de mobile payment et de mobile money. Nous allons découvrir ensemble le fonctionnement de cette technologie, mettre la lumière sur des projets en lien avec le paiement mobile en Tunisie, comprendre peut-être les défis qui se posent à son lancement en Tunisie et enfin s'inspirer d'expériences de pays émergents comme l'expérience marocaine. On est ravis d'accueillir aujourd'hui un panel exceptionnel de dirigeants des secteurs publics et privés, d'entrepreneurs, mais aussi de consultants. Et donc, nous accueillons aujourd'hui ici Khaled Betaïb, directeur général Société Monétique Tunisie. Monsieur Betaïb a géré le lancement de la nouvelle plateforme du portefeuille digital avec d'autres organismes. Donc, marhaba si Khaled. On a également avec nous aussi Moaz El-Ghali, directeur général de MS Solutions. MS Solutions est un spécialiste de la monétique présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des systèmes de paiement mobile en Tunisie. Marhaba si Moaz. On est content également d'avoir Olfa Hamza, manager au département Techno Consulting chez EY Tunisie. EY Tunisie est un cabinet de conseil qui a accompagné récemment le gouvernement tunisien pour la promotion des paiements digitaux. Marhaba Madame Olfa. Merci. Et puis on a également un atugéen avec nous, c'est Marouane Amemo, fondateur de PayMe, une start-up spécialisée dans la création de porte-monnaies digitaux. Marhaba Marouane. Merci. Et puis, on a aussi Mohamed Zouhair, aussi chef division Internet et mobile à la Poste Tunisie. Marhaba c'est Mohamed. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Nawel Ralmili Sefrioui, DG, directrice générale d'Orange Money Maroc, qui nous parlera de l'expérience marocaine dans l'implémentation du mobile money. Donc, Nawel nous rejoindra tout à l'heure. Alors aujourd'hui, nous sommes une équipe à animer, modérer ce webinaire. Je ne serai pas le seul donc à modérer. Je commence par me présenter moi-même. Je suis Mourad Mnif, je suis responsable du club Think Finance à TUJ France et je suis aujourd'hui accompagné de mes deux coéquipières, Rim et Amal.
Alors, je présente Rim Sahnoun, qui est directrice de transformation chez Orange Moyen-Orient et Afrique. Rim va modérer le débat avec nos intervenants. Et puis, on a aussi Amal, qui est business manager chez Remitly Money Transfer, une solution de transfert d'argent à l'international. Et Amal va nous donner un aperçu de la technologie mobile money au tout début du webinaire. Donc, quelques points d'ordre technique maintenant, avant d'entamer la discussion. Pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, vous pouvez interagir avec nous à tout moment de la session en posant vos questions avec le bouton QR. Donc, vous pouvez le voir en bas de votre écran. Et vous pouvez en plus voter sur les questions déjà posées. Comme ça nous facilitera la tâche à la fin de la session pour répondre, pour poser les questions d'une manière fluide. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook Live, vous avez également la possibilité de nous soumettre vos questions dans les commentaires. On tâchera à les compiler et à les poser à la fin du webinaire et c'est moi qui m'en chargerai. Donc, mais avant de donner la parole à nos intervenants, Amal Kamoun a proposé de nous donner un aperçu historique sur cette technologie et à définir les termes techniques, sachant que la terminologie est particulièrement importante dans ce contexte. Donc, sans plus tarder, à toi la parole, Amal. Merci beaucoup, Mouled, pour cette introduction. Je suis vraiment ravie de faire partie de ce webinaire et d'essayer de clarifier un peu le mobile money pour l'ensemble des participants. Donc oui, pour commencer, on va commencer par un peu d'histoire, comment le mobile money est né. Pardon, je vais plutôt partager mon écran, désolée. D'accord, ok. C'est pas la bonne version, pardon. Je vais partager mon écran si tu veux. Il n'y a pas de souci, Amal. Du coup, oui, je vais partager une seconde. C'est bon? Vous voyez mon écran? Pas encore. Pas encore. Ok. Donc oui, je souhaite donc commencer par présenter un peu l'histoire, les définitions, pour qu'on parte tous sur les bons termes, voir aussi comment le mobile money a grandi. Il y a un petit problème de connexion. Amal, essaye de partager l'écran de nouveau. Oui, il y a un petit problème, mais quand je vais... Connexion. Oui. Oui. Pardon, mon écran s'est déconnecté. Je le repartage, désolée. Ouais, voilà, c'est bon. C'est bon. Ok, génial, désolée. Le réseau à Paris. Ok, oui. Du coup, pour résumer, je voulais partir. Je voulais commencer par donner un peu l'aperçu de la naissance, de la jeunesse du mobile money et quelques définitions pour qu'on soit tous clairs sur les termes qu'on va utiliser pendant ce webinaire et les expliquer un peu en mode high level pour les participants. Donner aussi le statut actuel en 2019 du mobile money et l'envergure qu'a vu certains pays. Et bien sûr, revenir un petit peu sur l'exemple M-Pesa qui est de la référence mondiale du mobile money et finir cette petite présentation par les avantages, les facteurs du succès et les interrogations pour la Tunisie. Donc, je commence en revenant en 2003. C'était en 2003 où les opérateurs téléphoniques ont permis aux utilisateurs de s'envoyer du crédit téléphonique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période en Tunisie où on s'envoyait un peu 1 dinar ou 2 dinars de crédit de télécommunication pour pouvoir appeler et pour pouvoir envoyer des SMS. Et en fait, depuis cette mise en place, il y a eu un besoin, il y a eu des gens qui ont réorienté ce mode-là et ils ont commencé à s'échanger des services autres que de la télécommunication, mais en se payant avec ce moyen-là. Du coup, il y a eu une réflexion en 2005 pour utiliser ce même service pour les remboursements de microfinancement. C'était vraiment la pierre fondamentale de l'inclusion financière, c'est donner l'accès
aux personnes d'avoir des crédits. C'est la clé de la croissance. Donc, il y a eu les fonds de développement au UK qui ont financé des initiatives et il y a eu l'émergence de certains opérateurs qui se lançaient dans le mobile money. Et en 2007, il y a M-Pesa qui était né au Kenya par Safaricom et qui a explosé et a eu des chiffres hallucinants qu'on va voir juste plus tard. Donc, c'est des technologies très, très anciennes, comme on peut le voir. Donc, avant de voir l'état actuel, je fais juste un petit passage et n'hésitez pas à me poser des questions sur les termes un peu qu'on va utiliser. Le mobile money, le mobile financial services et le mobile banking. Donc, en fait, il n'y a pas de distinction très, très claire, même avec les régulateurs du GSMA, de tout ce qui est mobile money. Mais on a une tendance à associer le mobile money à tout ce qui est inhérent à une carte SIM qu'on va utiliser donc pour faire les transferts d'argent entre particuliers ou pour faire les paiements. Et on a d'un autre côté le mobile banking qui va être plus associé à une application, donc plus avec des smartphones, à un smartphone, mais il y a une vraie banque derrière. Et donc ça, c'est le mobile banking. Donc on a mobile money, c'est vraiment associé à la carte SIM, et mobile banking, plus associé à une banque. Donc le M-Pesa, l'exemple, c'est vraiment le mobile money. Mobile banking, pour les personnes qui habitent en France, par exemple, ça va être Lydia. Donc, il y a un compte bancaire qui est associé derrière. Donc là, on va faire un jump forward et on va arriver en 2019 où en est le mobile money aujourd'hui. Juste un chiffre hallucinant, il y a 1 milliard de personnes qui ont des comptes de mobile money. C'est vraiment énorme comme chiffre. Un autre chiffre que je trouvais vraiment aussi hallucinant, c'est le chiffre de l'argent qui est en circulation, c'est-à-dire l'argent qui est sur les mobile money aujourd'hui. Juste en décembre 2019, il y avait 22 milliards qui étaient restés sur les comptes de mobile money, c'est-à-dire les gens vraiment maintenant utilisent tout ce qui est mobile money pour garder leur argent. C'est vraiment un compte. Et on peut voir ici comment ça rentre l'argent vers les mobile money et comment ça sort. Et juste pour finir par rapport à l'état actuel, pour M-Pesa aujourd'hui, il y a 37 millions de clients actifs et 50% du PIB de Kenya passe par M-Pesa. C'est vraiment donc hallucinant, c'est vraiment un vrai succès monumental. Je suis consciente que je n'ai pas beaucoup de temps qui reste. Je vais juste essayer de faire rapidement pour concrétiser un peu l'image, comment ça marche le mobile money et particulièrement le cas de M-Pesa. En fait, la personne qui a une carte SIM, elle s'approche d'un agent. Donc là, Safaricom ont capitalisé leur agent d'opérateur téléphonique. Ils s'approchent d'un agent pour faire l'identification client, pour la valider. Et ils peuvent, après cela, mettre des dépôts, sortir du cash via des codes USD. Ils peuvent envoyer de l'argent entre particuliers, payer des factures, rembourser du microcrédit, etc. Donc, c'est vraiment l'utilisation de technologies basiques liées avec la proximité, la praticité d'avoir des agents partout, le fait que plein de gens ont des téléphones mobiles, des cartes SIM. Donc, il y a tout ça qui était vraiment des facteurs de succès. Aussi, ça répond aussi à un énorme besoin parce que le taux de bancarisation est particulièrement faible en Afrique, mais ça répond aussi à d'autres besoins par rapport au coût de transfert, puisque ça baisse énormément les coûts, et aussi ça rend les transferts instantanés. Avant, même avec une banque, pour envoyer de l'argent, ça te prenait 24 heures ou 48 heures. Avec le mobile money, c'est vraiment instantané. Donc ça, c'est tous les avantages pour les clients, les avantages pour les gouvernements et qui sont très, très pertinents pour le gouvernement tunisien aussi. C'est la lutte contre la corruption, l'inclusion financière et aussi, bien sûr, la traçabilité. Donc, en fait, il n'y a aucun doute sur l'énorme potentiel du mobile money et d'où nos questions aujourd'hui et au cours de ce webinaire, comment en profiter, quels sont
les possibilités pour bancariser, enfin, pour inclure 4 millions de Tunisiens aujourd'hui qui n'ont pas de compte bancaire, comment augmenter la traçabilité et répondre à tous ces défis, quelles sont les réglementations à mettre en place et quels sont les pays à suivre. On aura tout à l'heure l'intervention d'Orange Maroc qui sera aussi très pertinente. Et finalement, quelles sont les possibilités du mobile money de répondre à des crises comme on l'a vu avec le Covid et avec des mesures qui ont été mises en place dans d'autres pays. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Amel, pour cette introduction très claire sur la différence entre le mobile money, le mobile banking et l'émergence de cette technologie. Après M-Pesa, il y a eu d'autres qui ont suivi, bien sûr. Il y a eu Orange et puis tous les opérateurs s'y sont mis également. J'invite maintenant Olfa Hamza, qui est manager au département Techno Consulting à Ernst Young. Ernst Young Tunisie a récemment accompagné le gouvernement tunisien pour la promotion des paiements digitaux en Tunisie. Cette mission a été commanditée par la Banque mondiale et a été conduite avec la BCT, le ministre des Télécoms, le ministre du Commerce. Olfa, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette étude et puis en particulier les défis que vous avez identifiés et les recommandations que vous en avez tirées? Oui, alors merci encore pour l'invitation au webinaire. L'étude sur les paiements digitaux d'une façon générale, ça ne s'est pas focalisé uniquement sur les paiements mobiles, mais ça a porté plus sur tout ce qui est digital payment, a été effectivement commandité par la Banque mondiale et nous avons collaboré avec, c'était au profit de la Banque centrale tunisienne et au MTCEN. On a aussi collaboré avec le ministère du Commerce pour la troisième phase. Si j'ai à résumer cette étude, elle s'est étalée en 3 phases. La première phase était plus focalisée sur le diagnostic de l'état de paiement en Tunisie, des paiements digitaux, l'identification des principaux freins ou obstacles qui ont entravé le développement des paiements digitaux en Tunisie. Associé à ce diagnostic, un benchmark sur les bonnes pratiques internationales avec en situant la Tunisie un peu par rapport à d'autres pays que je vais citer tout à l'heure en matière de paiement et de paiement digitaux et maturité en la matière. La deuxième phase a plus porté sur des recommandations pour promouvoir les paiements digitaux et des recommandations d'ordre réglementaire sur l'infrastructure, sur l'engagement des parties prenantes, qu'elles soient publiques ou privées, et sur d'autres catalyseurs du paiement mobile. Et la troisième et dernière phase, c'était plus réservé à l'identification de potentiels partenaires pour la promotion des cross-border payments, donc des paiements internationaux qui vont aider à la promotion des e-commerçants tunisiens pour exporter, mais en utilisant les paiements digitaux cross-border. Voilà, ça c'est un petit résumé sur le périmètre de l'étude qui a été récemment clôturé. Merci. Merci Olfa, tu peux nous en dire plus sur les défis, les freins que vous avez identifiés et les recommandations? Très bien. Avant d'entamer, de présenter les défis, je vais rapidement parler du positionnement de la Tunisie en matière de maturité de paiements digitaux par rapport à d'autres pays. Donc, on a dû, donc les pays, en l'occurrence, là, c'est des pays comme l'Inde, l'Estonie, la Corée du Sud, la Colombie, le Sénégal et le Maroc. Ce sont des pays qui diffèrent en matière de maturité en matière de paiements digitaux. Et cette différence vient elle provient de 2 axes essentiellement. Le premier, c'est la prédominance du cash dans l'économie du pays. Donc, il y a des économies où le cash est quand même prépondérant dans leur économie et moins pour d'autres. Le deuxième axe, c'est la disponibilité des infrastructures en matière de paiements digitaux. Et donc, si on veut positionner un peu la Tunisie dans la sphère des différentes catégories, on peut dire qu'on a
grosso modo 3 catégories de pays. Il y a des pays qui sont plus qui sont sans cash, cashless économie. Donc, c'est des pays où les paiements digitaux ont atteint un certain niveau de maturité et l'usage des paiements est de plus en plus utilisé et l'usage du cash ou dans des paiements en espèces reste vraiment confiné dans des scénarios très, très limités. C'est d'ailleurs le cas de l'Estonie et de la Corée du Sud. La deuxième catégorie, ce sont des pays qu'on appelle en transition, qui avancent progressivement dans le développement de leur écosystème des paiements digitaux, que ce soit en matière de réglementation ou bien en matière d'infrastructure. Et donc, ce sont des pays qui n'ont pas encore considéré le paiement digital dans toutes les dépenses, notamment dans les dépenses quotidiennes de la population. Parmi ces pays, on va retrouver l'Inde, le Sénégal et la Colombie. La troisième catégorie, ce sont des pays où l'économie elle est quand même axée sur le cash, des pays qui dépensent fortement en cash et qui ont commencé, qui ont un début de développement de l'écosystème du paiement digital. Et dans cette catégorie-là, on va retrouver des pays comme le Maroc et notamment la Tunisie. Donc, juste pour revenir un peu sur les dimensions avec lesquelles on mesure la maturité des paiements digitaux, on a essentiellement l'accessibilité ou les facteurs prépondérants en infrastructure et l'accès des populations aux différents services financiers, notamment les services mobiles financiers. L'usage par tout type d'usage, on peut parler des P2P transferts, personne à personne ou personne à commerce ou des paiements du gouvernement qui soient paiements du gouvernement vers les personnes ou des personnes vers les gouvernements, des critères comme la croissance et l'évolution des paiements digitaux au travers du temps, et des technologies qui sont utilisées. Aujourd'hui, on connaît dans l'université en matière de technologie, on a commencé avec des technologies comme le SMS et le SSD, en passant par le QR code et en allant jusqu'à des technologies contactless. Et surtout, et le dernier facteur le plus important à mon sens, c'est les politiques des gouvernements et les réglementations associées au mobile payment et aux paiements digitaux. Et ça me permet de rebondir justement, de faire la transition avec les principaux freins en matière de paiements digitaux ou mobile payment en Tunisie. Donc on a essayé de les catégoriser selon 5 grands axes. Le premier, c'est l'offre en matière de paiement mobile. Le deuxième, c'est le cadre juridique et réglementaire qui permet de cadrer et de réguler les activités des différents acteurs. Le troisième, c'est l'accessibilité. Le troisième, c'est la sensibilisation et l'éducation de la population. Et le quatrième, c'est l'acceptation, tout ce qui est réseau d'acceptation. Donc, si j'ai à revenir sur l'aspect offre, il faut dire que la Tunisie, en matière d'offres, elle a beaucoup manqué d'offres parce que le modèle qui a été adopté jusque-là, c'est un modèle qu'on appelle le bank-led. Donc, c'est un modèle qui est plus porté par les banques et dans le cas de la Tunisie, par la poste tunisienne aussi. Mais en matière d'offres, on ne peut pas dire que l'offre était très, très riche. Les produits étaient basés essentiellement sur des cartes, que ce soit des cartes bancaires ou des cartes prépayées. Et à un moment donné aussi, après, les choses ont changé. À un moment donné, on avait des soucis en matière d'interopérabilité entre ces offres-là. Et pourquoi l'offre était justement limitée? C'était essentiellement à cause d'une limitation au niveau du cadre juridique et réglementaire. Il faut dire qu'avant la loi bancaire 2016 et la circulaire sur les établissements des paiements du 31 qui a été publiée par la Banque centrale le 31 décembre 2018, les seules entités qui pouvaient émettre et gérer de la monnaie électronique, c'était essentiellement les établissements financiers comme les banques et la Poste tunisienne. Donc, des opérateurs qui ont connu un franc succès à l'échelle internationale en matière de mobile payment, tels que les opérateurs telco ou des fintechs, n'étaient pas en Tunisie autorisés à exercer ce genre d'activité. C'est le principal frein qui était à l'origine du retard qui a été accumulé par la Tunisie. Et heureusement que ça a été, c'est un des points qui a été adressé par la Banque centrale récemment. Le deuxième point, c'est toujours relatif au cadre juridique et réglementaire, c'est le point qui est relatif à ce qu'on appelle au KYC, Know Your Customer, qui consiste à mieux identifier pour permettre une authentification des clients plus tard. Et pareil, dans la réglementation tunisienne, on a des limitations qui ne permettent pas aux acteurs qui souhaitent se lancer dans le paiement mobile de pouvoir identifier les clients à distance. Donc,
les quelques expériences qui ont été conduites avant, le client était obligé quand même de se déplacer à l'agence bancaire ou postale pour ouvrir son compte, pour faire les opérations de cash-in et de cash-out. Une dernière limitation que je ne vais pas évoquer, c'est le capital minimum requis. C'est une limitation qui a été évoquée récemment avec la circulaire sur les établissements de paiement, sur le plafond minimum requis pour établir un établissement de paiement. Mais je pense que ça, même en matière de recommandation, c'est quelque chose qui va arriver plus tard, la revue à la baisse de ce capital minimum requis. La troisième catégorie, c'est l'accessibilité. On sait tous que pour le développement des paiements mobiles et des paiements digitaux, ça repose essentiellement sur un réseau d'accès. Un réseau d'accès qui doit être largement distribué à l'échelle géographique et surtout qui doit toucher les plus exclus financièrement, si l'on peut dire. Tout à l'heure, il y avait un schéma que Amal a présenté qui a montré la comparaison des points d'accès entre agences bancaires et entre les réseaux d'agents et les réseaux de proximité. Et on voit l'énorme différence entre ces réseaux-là. Et donc, vu le cadre juridique qui a régné jusque-là, il n'y avait pas la possibilité d'avoir un réseau d'accès qui repose sur les agents de paiement, ce qu'on appelle les agents de transfert, les agents de mobile money, qui sont des petits commerces qui vont permettre aux clients de pouvoir ouvrir des comptes, faire des cash-in, des cash-out, faire des paiements récurrents, des paiements facturés, etc. Après, il y a un point qui n'est pas négligeable non plus, c'est la sensibilisation, l'éducation en matière financière. Et ça, je pense que la Tunisie aura beaucoup d'efforts à faire en matière d'éducation financière, sur l'importance de l'inclusion financière, et ça va faire aussi à travers la communication sur les différentes offres et produits existants pour que l'expérience client soit la plus simple et la plus fluide possible, ne soit pas compliquée et soit aussi sécurisée. Le dernier acte, c'est l'acte de l'acceptation. Donc, quand on dit acceptation, c'est le réseau d'acceptation, c'est les différentes bornes où le client peut payer à travers son mobile. Et la Tunisie n'a pas connu, malheureusement, des initiatives, contrairement à d'autres pays qui ont voulu booster les paiements digitaux. On n'a pas connu des initiatives, qu'elles soient des incitations fiscales, des incitations top-down de façon générale, pour encourager les clients à payer à travers des moyens digitaux et à travers les mobiles. Et à l'opposition de ça, en fait, on a au contraire connu une augmentation de l'usage du cash depuis 2011. Le cash est devenu prépondérant, dominant dans de nombreux secteurs d'activité, ce qui, à travers le secteur informel, ce qui milite pour une absence de transparence fiscale. Même l'État tunisien était un des plus consommateurs en cash, que ce soit dans les transactions J2P ou P2J, qui se font majoritairement en cash. Et aujourd'hui, on ressent la volonté de l'État de changer cet état des lieux à travers la mise en place récemment des wallets, à travers des initiatives qui permettent de payer ces impôts, ces taxes de manière digitale. Donc, les choses sont en train de changer de manière drastique durant les derniers mois. Ce qui nous amène un peu, ce qui nous amène un peu à dresser un peu le tableau des principales leçons qu'on a apprises des expériences des pays qui sont en phase de transition au carrément des pays cashless et des recommandations que l'on peut dresser de manière globale pour la Tunisie. Première chose, c'est la pression du gouvernement, le pouvoir que peut avoir le gouvernement pour booster et pour développer les paiements digitaux. Donc, la Tunisie a déjà entrepris des démarches dans ce sens. Il y a déjà eu des initiatives, l'initiative de Dekachin, la stratégie dans l'inclusion financière du ministère des Finances. Donc, le chemin est encore long, mais les politiques favorables, ça, c'est un point essentiel.
Le deuxième point, c'est le développement de l'infrastructure. Et l'infrastructure, et quand on dit infrastructure, on ne parle pas uniquement de l'infrastructure TIC, parce que la Tunisie est assez, en matière de pénétration mobile, on a de très bons indicateurs. Par contre, on peut parler de l'infrastructure financière, donc le projet, par exemple, du switch mobile pour les paiements, pour permettre l'interopérabilité entre les paiements mobiles. Surtout l'infrastructure en matière d'identification digitale, ça c'est un catalyseur très important pour faciliter les systèmes de KYC, d'identification des clients. Tout ça, ce sont des éléments très pondérants pour l'aspect infrastructure. Donc, le troisième point, c'est les paiements instantanés, et des paiements mobiles sont par définition des paiements instantanés, contrairement aux transferts bancaires qui, eux, mettent plus de temps à travers différents process compliqués de compensation, etc. Donc, promouvoir essentiellement le paiement mobile de par sa nature instantanée. Quatrième point, la réduction des coûts. Il faut dire que quand on est sur des modèles plus traditionnels de paiement, différentes structures financières, elles ont des coûts assez importants qui sont répercutés d'une manière ou d'une autre sur le consommateur. Donc, la réduction de coûts peut venir de l'usage du mobile, donc les paiements mobiles, de l'usage de différentes technologies qui sont relativement moins onéreuses que d'autres technologies que l'on a connues jusque-là. Et ça peut aussi passer par des incitations d'opt-out, des incitations, des subventions sur l'acquisition de matériel permettant aux commerçants d'accepter plus des paiements mobiles. Il y a aussi le point sur le cas d'utilisation d'un ancrage. Ce qu'on a remarqué à travers les expériences des pays, c'est qu'il y a toujours un cas d'utilisation qui a servi d'un cas d'ancrage pour améliorer l'adoption. Donc, pour le cas, par exemple, de l'Inde ou du Sénégal, c'était les paiements P2P. Pour le cas de la Colombie, c'était les paiements gouvernementaux. Donc, c'est un premier cas qui connaît un franc succès qui va ramener tous les autres cas d'usage. J'ai fini mes 10 minutes. J'ai déplacé. Vas-y. Non, mais vas-y, finis rapidement, Olfa. Encore deux petits mots sur justement les établissements de paiement. Donc aujourd'hui, disons un peu plus d'un an après la sortie de la circulaire, on espère avoir beaucoup d'établissements de paiement pour avoir plus de concurrence sur le marché tunisien, et c'est un point qui va permettre d'agir notamment sur les coûts, et qui va aussi permettre d'avoir des différentes expériences clients, d'améliorer l'expérience client par rapport à ce que la Tunisie a connu jusque-là en matière d'offres. Ça peut être à travers des applications mobiles pour les smartphones, ou même à travers des applications beaucoup plus simples, sans oublier les process de gestion de réclamation, de protection de consommateurs pour vraiment pour répondre à la question de la confiance par rapport aux paiements digitaux qui a été pas mal de fois remis sur la table. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olfa. Merci pour toutes ces recommandations. Comme vous l'avez dit, le gouvernement a déjà avancé dans ce sens via une nouvelle réglementation qui a été mise en place fin 2018 sur les établissements de paiement. Maintenant, je passe la parole à Marouane, cofondateur de PayMe. On voit que depuis cette réglementation, plusieurs innovations privées et publiques ont vu le jour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre solution, de ce que vous avez vu concrètement, si la réglementation a bien facilité cette mise en place, et quels sont les défis que vous avez eus à votre niveau? Oui, merci Rim. Alors, pour l'information, la PayMe, on l'a démarré en 2018, bien avant, 6 mois avant la sortie de la circulaire. On a fait nos études sur l'état, la situation en Tunis. Qui m'a amal kentroul tawa, la moitié de la population tunisienne ne possède pas de compte bancaire. Par contre, selon les statistiques, on a 7 millions de comptes Facebook tunisiens naissent connectés avec leur téléphone. Et donc, ce qu'on a fait, c'est une application mobile qui remplacera le porte-monnaie, le cash, qui remplacera l'espèce. Donc, c'est une application mobile sous forme d'un compte virtuel. Elle est chargée justement en espèces.
voilà, en carte e-dinar, ou en carte bancaire pour les gens qui possèdent pour les 45% autres. On peut voir, je vais partager rapidement la carte de la Tunisie. Alors, c'est bon? Pas encore. Pas encore. Alors, hop. Voilà. Là, ça doit être bon. Oui. Donc voilà, au début, بدينا en espèces. كيف ما شفنا إنه الناس الكل ما عندهمش des comptes bancaires, donc on voulait leur offrir un moyen de paiement وين ينحيو هما الكاش وينجموا يمشيو. Donc ce sont des grandes surfaces, des boutiques صغار اللي ديما محلولين اللي نتعاملوا معاهم. Il suffit تعطيهم الفلوس le montant à recharger, le numéro de compte PayMe. Et la recharge se fait instantanément. Pour créer un compte PayMe, c'est simple, il télécharge l'application ou il y a le compte interne. On fait le KYC tout à l'heure qu'on a dit à distance. Lui, on utilise un peu le modèle on demande à l'utilisateur de prendre en photo et non pas de choisir de la galerie, mais prendre en photo carte d'identité et un selfie avec la carte d'identité. On vérifie ces documents et on valide le compte. Et il est utilisable. Donc, bientôt, l'autre population, on dirait, une carte bancaire pour recharger le compte par carte bancaire. La manière, c'est un peu la version tunisienne de PayPal. PayPal alors que le système est ultra bancarisé, on a des cartes bancaires, c'est très simple. Elle est partie du principe qu'elle veut protéger la carte bancaire de l'utilisateur. Nous, l'utilisateur, il met la carte bancaire dans n'importe quel site, un peu partout, mais il PayPal, il va recharger son compte ou il stamp PayPal partout. C'est comme une couche de plus de sécurité. Et c'est ce qu'on veut faire aussi le PayMe. L'objectif est triple, donc faciliter les transferts d'argent, instantanés notamment, participer au décaching et à l'inclusion financière, et à la fin promouvoir le secteur e-commerce. En offrant un module en fait adapté, le paiement adapté au site e-commerce Fitouns. PayMe est aussi, en plus d'une application mobile, est un module اللي نجموا نستعليه sur n'importe quel CMS, PrestaShop, Magento, Commerce, ou elle avec une API si le site web est fait from scratch. On peut aussi, pour les options marketplace, les sites qui reçoivent de l'argent, qui prélèvent une commission, on va dire le vendeur. Donc avec PayMe, ils peuvent recevoir l'argent, prendre leur commission et après envoyer le reste au vendeur. Et tout est instantané et automatisé. Donc je pense que j'ai fait le tour sur PayMe, qui est très simple. En termes donc circulaire, il y a des bonnes choses et des défis, on va dire. Les bonnes choses, c'est que ça montre la volonté du gouvernement à mettre en place tout ce qui est paiement mobile ou paiement ou la banque mobile. De l'autre côté, il y a des conditions qui mettent la barre haute et qui restreignent les acteurs. Il faut que l'innovation émane généralement des startups. Et les startups n'ont pas assez de fonds. Sauf que l'activité circulaire, le capital minimum est très élevé, et ça restreint qui peut entrer dans cette activité. Et ça peut nous faire passer à côté de l'innovation.
De l'autre côté, il y a les niveaux de compte, les home 1, 2, 3. Les plafonds de ces comptes sont très bas. L'exemple d'un compte de niveau 1, le plafond du solde dans un compte de niveau 1 est 500,000. Ou un utilisateur avec un compte niveau 1, il ne peut pas finir à 250,000. Le compte niveau 2, c'est 1000 en termes de solde et 500 dinars par jour. Le souci avec ça, c'est que comme notre objectif est de le cash, ou le paiement par cash, si on prend ces plafonds, en fait, on ne va pas utiliser la wallet pour grand-chose. باش نستعملوها كان الحاجات اللي هما اقل من 250 دينار et on ne peut recevoir sur notre wallet qu'au maximum 1000 dinars par exemple pour le compte de niveau 2 ou 5000 dinars pour le dernier compte de niveau 3. C'est un peu les critiques, on va dire, ou des points d'amélioration que je vois personnellement. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci Marouane. On passe maintenant à une autre initiative. Moaz, vous êtes expert en monétique et PDG de MS Solutions. Vous avez aussi contribué au programme de portefeuille digital lancé par l'État dernièrement en réponse au Covid. Quels sont, selon vous, les facteurs de succès pour le mobile payment? Alors, bonjour à tout le monde. Oui, enfin, le projet de portefeuille digital destiné aux aides sociales, je pense que je laisserai Sikhal Taïb en parler, puisque nous n'avons, nous, à notre niveau, que participer techniquement à la mise en place de cette plateforme-là. Donc, je laisserai Sikhal parler de la stratégie, de ce qui a été fait derrière, mais je veux en profiter pour remercier en fait tous les acteurs qui ont contribué au succès de cette initiative. Dans l'absolu, ça n'a rien d'extraordinaire puisqu'on n'a pas réinventé la roue. Cela étant, on a vu un effort collectif assez important pendant un mois où des acteurs du privé, du public ont réussi à travailler ensemble pour que ce projet voie le jour et qu'il puisse servir une cause qui est celle de la distribution des aides sociales. Donc, personnellement, je suis fier qu'on ait pu y arriver tous ensemble et j'espère que ça sera la première étape à d'autres services, notamment gouvernementaux. Pour revenir au développement du mobile payment, j'ai bien apprécié l'intervention de EY et j'aurais une recommandation à leur faire parce que c'est quelque chose que j'ai poussé il y a 2 ans et que personne n'a réellement voulu faire en Tunisie. C'est une étude de EY en Europe de l'Est qui traite de l'impact du paiement digital sur l'économie informelle. Donc, le vrai souci que nous avons aujourd'hui et la vraie question qu'on doit se poser au final quand on parle du mobile payment, c'est qu'est-ce qui va nous apporter concrètement? Parce qu'aujourd'hui, un citoyen lambda, pourquoi il irait utiliser un mobile pour payer alors qu'il a tout simplement du cash dans sa poche? Qu'est-ce qui va le pousser à aller vers le digital? Qu'est-ce que ça va lui apporter à lui avant de s'intéresser à qu'est-ce que ça va apporter pour l'État? Parce qu'on connaît l'histoire de l'intérêt pour la nation qui est la traçabilité, la fiscalité et ainsi de suite. Mais pour l'usager lambda, qu'est-ce que ça va lui apporter concrètement? Et donc, pour revenir à l'étude d'EY, qui était très intéressante et que j'aurais aimé qu'on puisse transposer en Tunisie, c'était de déterminer quels étaient les incentives et les sanctions qui pourraient inciter à l'adoption de ce moyen de paiement, que ce soit en termes, ce qu'on appelle dans notre jargon émetteur, donc réellement l'utilisateur qui est l'utilisateur du moyen de paiement, et l'acquéreur de l'autre côté, donc celui qui va accepter ce moyen de paiement, donc notamment le commerçant. Parce que de la même manière, un commerçant aujourd'hui, vous le payez en cash ou vous le payez par carte ou par mobile demain, il va vous dire vous me payez en cash.
Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on est en train de dire qu'on a une économie basée sur le cash. C'est vrai, mais il y a beaucoup de pays dans le monde, notamment des pays occidentaux, qui sont dans le même cas. Moi, il m'est arrivé aux États-Unis, tout simplement, au moment où j'arrivais pour payer par carte, le commerçant m'a demandé si je ne voulais pas payer en espèces, il me ferait en plus une remise si je payais en espèces. Donc, qu'est-ce qui va faire que le commerçant va adopter ça? Tout simplement, il faut que ça vienne de l'utilisateur, du payeur. Si la pression, on utilise en fin de compte l'usager pour que lui voit un intérêt à payer par un moyen digital, quel qu'il soit, et particulièrement, on va dire, par le mobile qui est simple, puisque tout le monde dispose d'un mobile dans sa poche, en mettant en place des incentives pour l'utilisateur et pour le commerçant, c'est là qu'on va amorcer la pompe et c'est là que nous allons inciter ces gens-là à échanger avec un moyen digital. Donc, le rôle de l'État est, à mon sens, très important dans cette démarche-là parce que c'est lui qui dicte les lois, c'est l'État qui va fixer les règles, en fin de compte, du jeu. Mais les règles du jeu, ce n'est pas j'ai mis un wallet et j'ai sorti une circulaire pour qu'il y ait des établissements de paiement. Ça ne fera pas la différence. Donc, j'ai vu aussi tout à l'heure que vous parliez d'éducation. Éducation, exactement. Je pense que ce qui s'est passé cette fois-ci avec la crise du Covid est malheureusement une bonne raison pour expliquer aux gens à quoi ça sert de payer ses impôts, à quoi ça sert de cotiser à la Caisse nationale de sécurité sociale et autres, qu'est-ce que ça va leur apporter. Et derrière, c'est ça qui va faire qu'on va bancariser les gens. Si on explique aux citoyens qu'en étant bancarisé, il va pouvoir accéder à des moyens de paiement, enfin à des moyens de financement plutôt, plus que de paiement, parce que, et ça on le voit, on voit les gens, et c'est pour ça que j'aime pas trop le parallèle avec l'Afrique, qui avait un taux je prends le cas du Kenya, qui avait un taux de bancarisation assez faible, qui a démarré pendant des années avec des services de base de transfert d'argent. Pour moi, faire du transfert d'argent, mobile ou pas mobile, n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous, parce que c'est cash in, cash out. Donc, au final, je ne l'ai pas réellement inclus dans un système financier. Je ne lui permets pas d'accéder à de vrais services financiers derrière. Donc, pour que demain, il puisse accéder même à du crédit pour financer une entreprise ou pour financer une acquisition. Donc, l'inclusion financière au vrai sens du terme est très importante. Il faut qu'on puisse la développer et ce développement-là va passer forcément par une phase d'éducation, d'explication à la population, aux usagers. Si je me permets de revenir sur les aides sociales, ce que ça a pu démontrer, en fait, c'est que tout simplement, quand il y a un besoin, les gens vont adopter le système qui répond à leurs besoins sans trop se poser de questions. Parce qu'au début, quand il s'agissait de lancer le wallet sur mobile pour la distribution des aides, il y a eu un tollé. Beaucoup de gens disaient « mais nous, on n'a pas de téléphone, nous, on ne sait pas, il y a des gens qui ne savent pas lire, il y a des gens qui savent je ne sais quoi ». Et au final, on a eu 300 et quelques mille inscriptions en quelques jours et les gens ont reçu leur argent. Donc, quand il y a un besoin, les gens iront faire ce qu'il y a à faire et adopteront ce moyen-là. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait des incentives au départ, il faut qu'on amorce la pompe, il faut qu'on incite les gens en leur donnant un vrai argument. Et un argument, pour eux, c'est un argument palpable. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner en utilisant un mobile versus du cash? Merci beaucoup pour cette intervention, Moaz. Effectivement, c'est très clair que le but final, c'est l'inclusion financière avec des services plus que du cash-in, cash-out, donc paiement chez les marchands, paiement facture, mais également du microcrédit pour les plus nécessiteux, etc. etc. On a fait un petit tour d'horizon sur les initiatives privées en Tunisie. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Nawel de Orange Maroc, de Orange Money
au Maroc, donc CEO d'Orange Money Maroc. Le Maroc a lancé Orange Money en mars 2020, la veille du Covid, on peut dire. Nawel, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et puis nous dire en particulier en quoi ce produit est différent de ce qui est lancé aujourd'hui en Afrique, quelles sont les particularités et puis quelle est l'adoption aujourd'hui au Maroc? Est-ce que justement l'utilisateur est preneur? Est-ce qu'il a vu son intérêt et comment ces premiers mois de démarrage ont pu le prouver? Bonjour à tous, merci Rim pour cette invitation. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors, voilà, est-ce que vous arrivez à voir? Oui. Parfait. Donc, voilà. En mode diaporama, oui. Comme tu l'as bien dit, Rim, donc ça fait pratiquement 2 mois qu'on a lancé Orange Money au Maroc. C'est un projet qu'on a démarré depuis un moment. Donc, avec ce lancement, on devient la filiale numéro 18 du groupe à lancer Orange Money dans la région. Il faut dire qu'on est un pays un peu différent des pays subsahariens. On ressemble beaucoup d'un point de vue, on va dire, pays régulation au pays de l'Afrique du Nord. Je pense qu'avec la Tunisie, il y a pas mal de similitudes. La Jordanie aussi. Il y a l'Égypte qui nous ressemble beaucoup, mais qui a aussi des particularités. Donc, depuis mars, on est live. C'était justement la veille du confinement. On aurait peut-être espéré avoir lancé plus tôt, comme ça on profite du confinement parce que justement les services de type mobile money, c'est les services les plus, on va dire, adaptés à ce genre de situation parce qu'il y a derrière des flux d'argent qui sont dématérialisés. Alors, donc on a lancé, ça nous a pris un peu de temps en fait avant de prendre la décision de lancer le mobile money. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché, et vous l'avez bien dit tout à l'heure à plusieurs reprises, tout comme la Tunisie, on a des taux de bancarisation qui sont relativement élevés. Donc aujourd'hui, on parle de 70%. Maintenant, ce taux, il faut le prendre, on va dire, il faut lire entre les lignes. Pourquoi? Parce que si on regarde le degré d'utilisation des services financiers ici au Maroc, on se rend compte que sur les 68%, il y a probablement moins de 37% qui ont réellement un compte. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs comptes. Donc, ce taux, si on calcule le taux net, on se retrouve vers les 30 et quelques pourcents. Maintenant, même si on prend ces 37%, on va dire, il faut regarder ces gens, qu'est-ce qu'ils font de leur compte bancaire. On a remarqué qu'ici au Maroc, par exemple, le cash reste très prédominant. Et en termes de services financiers, il y a beaucoup de personnes qui ont un compte bancaire, mais qui l'utilisent uniquement pour percevoir leur salaire et puis le retirer. Donc, en termes d'utilisation des services financiers, c'est très, très faible. Donc, on a vu ça d'une part, et bien entendu, à chaque fois qu'on fait une analyse pour savoir est-ce que le mobile est intéressant ou pas, on regarde le taux de pénétration du mobile. Et j'imagine que, comme en Tunisie, vous avez des taux qui dépassent les 100%, on est à plus de 120% ici. Ici, je ne parle même pas de la pénétration du smartphone parce qu'il est aussi très élevé. Et du coup, aujourd'hui, clairement, on est capable, à travers le mobile, d'adresser des populations qui ne sont pas bancarisées ou alors qui sont bancarisées mais qui n'utilisent pas tant que ça les services financiers.
Voilà, donc on a décidé qu'il y avait une opportunité, sachant qu'en plus de la partie, on va dire, bancarisation et taux de pénétration, on a aussi regardé le côté réglementaire. Alors ici, peut-être que la Banque centrale a changé la réglementation un peu plus tôt qu'en Tunisie. Il y a pas mal de similitudes. Donc, ils ont créé le statut d'établissement de paiement. La circulaire avait été publiée en 2016 et ils ont lancé en parallèle un projet national de paiement mobile qui représente au fait le projet d'interopérabilité. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à interconnecter l'ensemble des établissements de paiement et des banques à travers un switch mobile qui permet à la fin de faire alors soit des transferts donc du P2P interopérable, soit du paiement mobile vers un marchand, même s'il a été déployé par un autre établissement de paiement. Voilà, donc avec ce contexte réglementaire relativement favorable, donc on a confirmé qu'il y avait une opportunité pour lancer le mobile money au Maroc, et donc on a démarré notre projet, on va dire officiellement en mars 2018. Alors, pour ce genre de projet, en général, on parle d'une année, voire une année et demie de déploiement avant de sortir commercialement. J'avoue que la partie interopérabilité a rajouté en complexité, notamment sur les aspects techniques. C'était pas très simple. Aujourd'hui, il y a plusieurs établissements de paiement qui ont eu le statut d'établissement de paiement. Il y en a plus de 15. Maintenant, ils ne sont pas tous homologués. Donc, on a lancé le projet il y a 2 années. Nous avons, donc, dès qu'on a eu le premier feu vert de la Banque centrale, on a créé la filiale parce qu'aujourd'hui, pour être établissement de paiement, donc, il faut créer une filiale avec un certain capital minimum. J'imagine que c'est très similaire qu'en Tunisie. Ouais. Voilà. Et donc, par la suite, nous avons répondu à quelques réserves qui nous ont été donc remontées pour avoir l'agrément définitif en août 2019. Et donc, l'homologation technique de l'interopérabilité, nous avons réussi à l'avoir en janvier 2020 et c'est ce qui nous a permis de lancer déjà en restreint dès le début de cette année. Voilà, donc on a lancé commercialement en mars, tout juste une semaine avant le confinement. Et du coup, alors les personnes qui connaissent, qui maîtrisent les services de mobile money savent que l'effort pendant les premiers mois, sinon les premières années, est d'équiper et de déployer au fait le réseau de distribution et d'activer les clients. Voilà, donc aujourd'hui, avec le confinement, alors on avait déjà réussi à déployer un premier réseau, un premier nombre de points de vente dans le réseau de distribution. Pour la partie client, c'est un peu plus délicat. Il faut savoir que, alors je vais peut-être passer directement à un slide où je parle des niveaux de compte. Donc là aussi, on a 3 niveaux de compte. Il y a des comptes de niveau 1 qui vont jusqu'à 200 dirhams qu'on est capable d'ouvrir à distance. Et donc ça, on arrive à ouvrir pas mal de comptes. Il y a des comptes de niveau 2 ou 3 qui nécessitent un déplacement dans les points de vente et donc présenter une pièce d'identité ou un justificatif d'adresse. Ça, on a un peu plus de mal, sachant que la Banque centrale, pendant ce confinement, elle a sorti une flexibilité pour les comptes niveau 2 pour permettre de faire le KYC donc, d'une façon digitale. Voilà, donc étant donné le confinement, on arrive à activer des comptes. Comme on ne peut pas pousser les clients à aller dans les points de vente et même dans les points de vente, l'activité étant très limitée, au niveau des transactions, on a un peu de retard. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons bien lancé du mobile money. Donc, c'est, on va dire, les mêmes principes de base que ce qu'on a dans les pays africains. En termes de services que nous proposons donc, depuis mars, il y a bien entendu le cash-in et le cash-out, il y a le transfert d'argent, il y a l'achat de recharge et il y a le paiement de factures telco et non telco. Et bien entendu, il y a d'autres services qui sont en cours de préparation au lancement.
Alors, les particularités que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, alors l'interopérabilité, elle ne concerne pas uniquement les transactions. Elle concerne aussi, au fait, les comptes. Et quand je dis que nous avons donc une solution qui est interopérable, aujourd'hui, nous pouvons activer un compte Orange Money même en étant un client d'un autre opérateur. Donc aujourd'hui, c'est un grand changement que nous vivons ici au Maroc, justement, via ce type d'application OTT. Parce que jusque-là, quand un opérateur lançait un service, c'était un service de l'opérateur. Donc là, aujourd'hui, c'est de l'Orange Money, mais qui peut être activé par l'ensemble de la population. Voilà, donc en termes de canaux, aujourd'hui, nous proposons principalement l'application, mais nous continuons également à proposer le service via USSD pour les personnes, alors soit qui n'ont pas de smartphone, soit celles qui n'ont pas encore accès à des couvertures data, on va dire, correctes. Donc aujourd'hui, en termes de chiffres, j'ai envie de dire, c'est un peu, en termes de transactions, c'est un peu en retard. En termes d'activation, on arrive à activer pas mal de comptes, surtout les comptes niveau 1. Et bien entendu, le challenge étant de convertir tous ces gens pour pouvoir faire des transactions et devenir des clients actifs. Merci beaucoup, Nawel. Il me semble qu'au Maroc, d'autres opérateurs ont également lancé avant Orange. Justement, quelle est votre expérience globalement par rapport à la concurrence et l'adoption de ce service au Maroc? Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, il y a un concurrent qui a lancé avant nous, donc en septembre dernier. Ils ont déjà communiqué sur des chiffres intéressants, que ce soit en termes de parc ou en termes de volume de transactions. Aujourd'hui, les Marocains sont très digitalisés. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, même s'ils sont digitalisés, ils ne sont pas tous convaincus et rassurés pour utiliser le paiement par carte bancaire. Par contre, tout ce qui est relatif au telco, on sent qu'ils sont plus à l'aise. Donc aujourd'hui, ces gens n'hésitent pas à ouvrir des comptes. Il y a 5 établissements de paiement qui, en ce moment, sont très agressifs en termes de communication. On voit qu'il y a de l'adoption. Les gens, ils n'hésitent pas à ouvrir des comptes. Nous, au début, on se posait des questions. Est-ce que l'ouverture des comptes niveau 1 allait se passer sans souci en termes de parcours? Parce qu'il y a quand même le téléchargement, l'ouverture, la visite de l'OTP, la création du PIN. Mais on se rend compte que le client s'adapte facilement à ça. Je pense qu'il sait très bien utiliser d'autres applications type WhatsApp ou d'autres applications c'est pratiquement le même système. Donc aujourd'hui, les clients arrivent à souscrire. Alors, en termes de communication, comme je dis aujourd'hui, c'est très agressif, hein, que ce soit les filiales telco ou aussi les acteurs de transfert d'argent qui sont aujourd'hui devenus des établissements de paiement. Donc aujourd'hui, les perspectives sont plutôt rassurantes. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu freiné, mais on est en train de préparer un plan de reprise de l'activité qui devrait donc adresser le service sur le terrain et surtout d'aller chercher les clients, on va dire, sur le terrain parce que c'est un service qui s'adresse aux gens qui bougent. C'est des gens qu'on va aller chercher, par exemple, dans les centres. Dans les zones rurales, aussi, j'imagine. Alors, le rural, ça viendra progressivement parce qu'il faut savoir qu'on commence aujourd'hui par l'urbain, le semi-urbain, et progressivement, on va aller vers le rural. Alors, en termes de services, le projet de paiement mobile a été lancé pour promouvoir le service de paiement essentiellement. Alors, moi, j'ai une vision un peu différente parce que, comme ça a été évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, les commerçants ne sont pas, ils vont pas être demandeurs au fait du mobile money parce que derrière ça, ils vont être tracés, il y a l'enjeu fiscal et ainsi de suite. Donc, j'imagine qu'il y a une étape préalable qui va passer par du P2P, du transfert d'argent. Et par la suite, on peut imaginer qu'il y aura beaucoup plus de commerçants qui vont accepter des paiements via le paiement mobile. Super.
Bien, merci beaucoup Nawel d'avoir partagé cette expérience marocaine. On voit que c'est quand même différent. C'est du vrai mobile money, mais c'est quand même différent de ce qui a été lancé en Afrique. On retourne en Tunisie maintenant. Le Covid-19 a posé un vrai problème de distribution digitale des aides sociales. Comme on l'a vu, l'État a annoncé la création du portefeuille digital sur mobile qui va permettre de recevoir cette aide, mais aussi de l'utiliser en toute simplicité. Si Khaled, vous êtes directeur général de la Société monétique de Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus? Vous avez contribué bien sûr à ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cette solution et surtout quel était le rôle des opérateurs mobiles pour développer cette solution? Tout le monde. Désolé, l'écran noir, j'ai quelques soucis techniques avec ma caméra. Quand même, pour revenir effectivement à cette expérience-là, je voudrais tout juste rappeler une chose, que Monétique Tunisie, c'est une société qui a été créée en 89 et qui est le switch national en matière monétique et le processeur pour les banques qui lui confient les traitements. Nous, notre métier initialement, c'est la carte. Quand même, en 2009, on a lancé la première expérience avec d'abord un opérateur et un deuxième, les deux opérateurs, Tunisie Télécom et Ooredoo. On a lancé un service de mobile payment. Sauf que ça n'a pas connu je dirais, un grand succès. Et les gens utilisent ce service-là pour la recharge, pour acheter du crédit téléphonique. D'accord. Il y a 2 ans, on a changé un petit peu notre manière de faire, où on a commencé un petit peu, on s'est positionné en tant que force de proposition et on a essayé d'aller voir les grands acteurs, en l'occurrence l'administration et les facturiers, pour mettre sur ce service-là quelques services qui puissent intéresser les gens et venir au mobile. Effectivement, on a pu ajouter au niveau de… Et puis, il y a eu le troisième opérateur. Et on a travaillé avec les 3 opérateurs pour mettre en place un système qui, en plus du classique, je dirais, qui est la recharge téléphonique, on a ajouté le transfert d'argent entre personnes, le paiement commerçant, mais toujours en technologie USSD. Ensuite, on a ajouté quelques services avec le ministère des Finances. Aujourd'hui, on paye son amende radar par téléphone, par USSD. On peut recharger son badge de télépayage de l'autoroute à distance aussi par téléphone. On peut payer sa facture d'électricité et ainsi de suite. Et on essaie de plus en plus d'ajouter des services pour inciter les gens à utiliser le mobile. Aujourd'hui, si on met uniquement 1 ou 2 services, les gens se lasseraient rapidement de ceci. Maintenant, peut-être la limite que nous nous sommes imposés, c'est au niveau du mobile, on a adossé le mobile à la carte bancaire ou postale ou la carte prépayée. D'où la population susceptible d'utiliser le service était relativement limitée. Maintenant, la nouveauté, et on a profité de cette crise-là pour effectivement lancer le wallet, le fameux portefeuille digital. Et c'était d'abord une initiative de l'administration, du gouvernement, principalement du ministère des Affaires sociales, ministère des Finances, ministère des Technologies. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pu, effectivement, parce que les aides sociales ont été servies le mois dernier, exclusivement par mandat postal, et les gens allaient à la poste, c'était des files d'attente interminables et je dirais ça a été beaucoup plus néfaste que bénéfique ce qu'on a pu faire par rapport à ces aides-là. Et du coup, on s'est positionné public-privé pour travailler ensemble pendant 3 semaines pour effectivement mettre en place ce système. En quoi il consiste exactement? C'est que nous avons une population d'à peu près 350 000 personnes bénéficiant de cette aide-là. On a pu les inscrire, c'est-à-dire qu'il y a eu une inscription, une auto-inscription. Les gens s'inscrivaient par une commande USSD, étoile 10 21 dièse. Première étape, donc tout le monde s'était inscrit.
comme l'a dit Moïse tout à l'heure, c'est vrai, tout le monde avait dit que ce sont des populations qui n'étaient pas, je ne dirais pas qu'ils n'avaient pas de téléphone, mais plutôt qui n'étaient pas très ouvertes sur le digital, etc. La gageure était là, tout le monde s'est inscrit rapidement. Ensuite, il a fallu servir ces aides-là et on a mis en place tout un réseau, d'abord constitué par les bureaux de poste, qui sont au nombre de 1000. On a mis à leur disposition aussi 2000 agences bancaires et 1000 distributeurs et 1000 DAP. La nouveauté, c'est que, étant donné que c'est un wallet, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de support physique. La nouveauté, cette fois-ci, c'est qu'on a rapidement mis en place un système de cardless où les gens pouvaient retirer leur aide à partir du distributeur. Et on a résolu rapidement, tout le monde parle de ça. Notre ami Nawel a parlé tout à l'heure du problème de l'interopérabilité. Pour nous, c'est un problème qui a été rapidement résolu. Aujourd'hui, les wallets ont été ouvertes aussi bien au niveau des banques qu'au niveau de la poste. Il y a eu aujourd'hui, d'une manière, c'est-à-dire que chacun était libre de s'adresser à n'importe quel point, à n'importe quelle agence, n'importe quel DAP, indépendamment de l'origine de sa wallet, il pouvait retirer de l'argent. Donc, un problème qui a été résolu rapidement. Et pour nous, ça ne fait que pour démontrer que c'est possible, qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Nous, c'est juste ce portefeuille digital pour les aides sociales, c'est juste, je dirais, un début. Ce que nous visons, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? D'accord? Effectivement. Effectivement. Aujourd'hui, la demande est là. Il y a des wallets, il y a des gens qui ont un portefeuille. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec? Il va falloir mettre en place tout un réseau d'acceptation pour que les gens puissent utiliser cette wallet-là pour payer principalement, parce que faire du transfert, ça revient à du cash-in, cash-out, donc ce n'est pas ce qui est recherché. Ce que nous recherchons d'abord, c'est faire du paiement, recevoir des fonds sur son portefeuille, essayer de le garder le maximum de temps pour obtenir ce qu'on appelle la micro-épargne, essayer d'être dans une logique complète d'inclusion financière, essayer de pouvoir faire des transactions financières, accéder peut-être à la microfinance, accéder au crédit, accéder à la micro-épargne. Et du coup, un mot qui peut être pas très apprécié de certains, qui est la traçabilité. Effectivement, aujourd'hui, on est capable de savoir qui fait quoi et est-ce qu'il a droit à ce qu'il fait ou pas. C'est ce que le mobile pourrait peut-être apporter. Mais l'essentiel pour nous, l'avenir, c'est la création de l'écosystème. Aujourd'hui, on a vite compris que les micro-paiements, ce n'est pas tout à fait l'affaire des banques, c'est l'affaire de tout le monde. Aujourd'hui, il y a des établissements de paiement qui ont vu le jour ou que d'autres verront le jour prochainement. Ces gens-là vont effectivement contribuer à développer l'activité de paiement et surtout, ce sont les idées et les innovations qu'apporteront ces établissements-là, ces fintechs-là, pour développer toute l'activité de paiement. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un début et on a hâte de voir la suite. Merci beaucoup. Mohamed Zouheir, vous êtes chef division Internet et mobile à La Poste, Tunisie. La Poste Tunisie a été précurseur de tout ce qui est digital payment avec la carte e-dinar pour les étudiants, avec M-Dinar également. Elle a également été contributrice, bien sûr, à ce grand projet. On a vu tous les longues queues devant la Poste, donc vous étiez les premiers intéressés par cette solution. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette solution a répondu aux besoins et quelles sont les prochaines étapes? Oui, merci. Effectivement, la solution donc, de digitalisation du versement des contributions d'État était une solution donc, pour résoudre le problème de l'encombrement connu des bureaux de poste. Et effectivement, donc, avec la deuxième tranche qui a été décidée dernièrement, il y a eu beaucoup de soulagement suite à l'utilisation de cette solution. Mais la finalité, en fin de compte, c'est qu'on a permis aux citoyens tunisiens d'avoir un compte. Bon, un compte virtuel, bon, comme nous venons de l'appeler, mais réellement, en fin de compte, c'est quelque chose de connu, c'est un compte de dinar. Parce que, bon, en fin de compte, sur les 350 000
bénéficiaires ou bien des personnes qui ont fait l'inscription. Et il y a 320 000 qui ont choisi la poste tunisienne pour ouvrir un compte. Donc, finalement, pour la poste tunisienne, nous avons 320 000 comptes udinaires de plus, sachant que nous avons plus de 1 million de comptes udinaires qui se trouvent maintenant. Aujourd'hui, effectivement, la bonne question, qu'est-ce qu'on va faire avec cette communauté, ce nombre important quand même de porteurs locaux? Et il faut quand même offrir des solutions qui peuvent garder ces gens actifs, qui peuvent inciter ces gens à utiliser cette wallet pour d'autres fins. Pour la poste tunisienne, bon, c'est cette problématique qui est l'objet de beaucoup de réflexions, beaucoup de travaux tout au long de ces 20 années d'expérience avec le Dinar, parce que le Dinar, ça date de plus d'une vingtaine d'années. Nous avons ici, bien sûr, avec la première use case, j'apprécie beaucoup l'idée du use case parce que le use case, c'est important pour inciter, pour catalyser. La première use case, effectivement, en Tunisie, qui a réussi, c'est l'expérience de l'inscription universitaire, qui, par obligation, nous a permis quand même d'octroyer un compte udinaire à tous les étudiants. Ensuite, on a essayé quand même de dynamiser cette population en s'ouvrant aux opérateurs téléphoniques. Nous avons eu beaucoup de produits et de réussites avec les 3 opérateurs d'ailleurs, en offrant des solutions à base de SSD pour permettre à cette population de transacter, de faire des transferts d'argent, de faire des paiements de micro et EMF, bien sûr de faire le charge téléphonique. C'est une expérience qui a été très enrichissante et nous avons pu quand même atteindre des populations importantes. Je me rappelle qu'avec Orid, avec le service Mobiclus, nous avons atteint 600 000 inscrits dans cet écosystème. Ça a été quand même à l'époque une vraie réussite. Ensuite, juste pour savoir l'agencement des étapes, on s'est ouvert de plus en plus au FinTech en essayant quand même d'offrir notre API, en fin de compte, une API qui se base sur le compte Udinaire afin d'offrir aux FinTech et aux startups des solutions, des API qui permettent de développer des solutions. Nous avons pas mal de startups qui ont pris contrat avec la Poste tunisienne pour offrir des wallets. La première était DigiCash, qui est une wallet à base de crypto-monnaie et qui est le fruit d'une coopération avec une startup tunisienne. Ensuite, on a eu pratiquement une vingtaine de startups qui ont eu le privilège de travailler sur l'API de la Poste tunisienne, l'API qui se base sur le compte virtuel Udinaire. Parce qu'en fin de compte, la Poste tunisienne, elle faisait de l'open banking sur le compte Udinaire. Même le système d'information du compte Udinaire, c'est une banque à part. Donc, nous avons la banque traditionnelle, le CCP, l'épargne, et nous avons des comptes Udinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est clair que si nous voulons faire de la digitalisation, du mobile payment, il faut se baser sur les comptes virtuels et non pas les comptes bancaires. C'est un constat qui est en train d'être, qui s'accentue. Même on trouve aujourd'hui beaucoup de banques qui s'ouvrent et offrent des comptes virtuels. Donc, vraiment, les comptes virtuels, c'est un échappatoire, un terrain qui nous a permis d'apprendre, d'offrir des possibilités aux porteurs de projets. PME peut attester, c'est l'un des startups qui ont eux donc un contrat avec la Poste tunisienne pour utiliser l'API de la Poste tunisienne. Et la finalité, c'est de permettre à ces startups, à ces porteurs de projets de développer des applications qui vont quand même booster l'usage du compte Udinaire. Pour la Poste tunisienne, en plus, il y a une des dernières initiatives, c'est l'application D17. L'application D17 aujourd'hui en Tunisie, c'est la première application mobile payment en Tunisie. Je dis ça donc, en se basant sur les statistiques, sur les chiffres. Nous comptons plus de 140 000 utilisateurs inscrits avec un compte Udinaire. C'est une belle communauté que nous sommes en train d'exploiter pour offrir des services. L'idée, bon, est une application smartphone disponible pour l'Android et l'iOS. Et l'utilisateur va, en fin de compte, associer, en fin de compte, va s'inscrire en utilisant son compte Udinaire. Il n'y a pas proprement dit une création d'une wallet, mais on va offrir un outil pour gérer et pour faire des transactions sur le compte Udinaire. Le compte Udinaire a une taille pratiquement la même qu'un compte bancaire. Donc, celui qui peut s'octroyer un compte Udinaire s'adresse au bureau de poste, il dépose un formulaire et sa pièce d'identité et il sort avec un compte virtuel. Un compte virtuel ou bien un carte virtuel, on a les deux cas de figure parce que
Le compte urbinaire a su se métamorphoser tout au long de cette année. Au départ, c'est a été un compte virtuel, donc juste des chiffres inscrits. Ensuite, on a offert une carte OMB, donc avec carte à puce qui permettait de faire des retraits d'art, des paiements TPE. Et aujourd'hui, le compte urbinaire même peut être bénéficiaire d'un virement bancaire. Donc, carrément, il y a une population aujourd'hui des porteurs de cartes ordinaires qui sont en train de recevoir leur salaire sur le compte urbinaire. Donc, pour revenir à l'U17, l'U17 en fait, c'est un outil qui permet aux titulaires du compte urbinaire de suivre, bien sûr, le solde de son compte, les transactions qu'il fait, de faire des opérations sur la carte, bloquer, débloquer. Et en plus, il peut faire le transfert. Le transfert, on peut dénombrer au moins deux cas d'usage. Le transfert peer-to-peer, ça veut dire si les deux personnes sont inscrites dans le J17, on peut faire un transfert quasiment en instantané et moyennant l'application. Si un des parties par exemple, l'émetteur est inscrit à J17 et l'autre n'est pas, par exemple, quelqu'un qui veut envoyer de l'argent à quelqu'un, par exemple, un père qui veut envoyer de l'argent à son fils, ou bien un fils qui veut envoyer de l'argent à son père qui n'est pas équipé d'un smartphone, il peut émettre un transfert qui sera exécuté en forme de mandat. Donc, celui qui va envoyer va, en fin de compte, débiter de l'argent de sa carte et le bénéficiaire va recevoir de l'argent au niveau d'un bureau de poste s'il n'est pas équipé. Bon, s'il est équipé de 17, le transfert sera donc 17 à 17, ça veut dire urbinaire à urbinaire, et les deux banques, en fin de compte, peuvent faire le cash-out au niveau d'un table de poste. En plus de transfert, nous avons aussi l'option de paiement marchand. C'est quelque chose que nos cantons ont quand même développé. Nous comptons aujourd'hui plus de 7000 commerçants que nous avons pu contracter pour qu'ils adhèrent sur le réseau. C'est le plus grand réseau de commerçants qui existe en Tunisie. Bon, c'est vrai, c'est pas visible. Dernièrement, donc, il y a Aziza qui s'est ajouté à ce réseau. Nous sommes fiers de cette expérience, mais on va quand même essayer de les afficher de plus en plus. Tout ça pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits par la Poste tunisienne pour offrir de la matière, offrir du service aux porteurs de la carte. Rien que pour la partie paiement, donc c'est un processus qui a été certifié par Mastercard, c'est du sérieux. Donc, c'est un processus qui se base sur le QR code. Aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est en boom en Asie, en Chine, le paiement par QR. Et probablement, c'est l'avenir du paiement par carte. Donc, l'avenir, peut-être qu'on va se servir de notre smartphone au lieu d'un TPE parce qu'en fin de compte, le modèle est fascinant. Aujourd'hui, donc, quand vous voulez, par exemple, faire du caching et vous voulez vous adresser à un épicier ou bien quelqu'un qui vend des bêtes ou bien quelqu'un qui vend en bilan, en fin de compte, on ne peut pas lui proposer une solution à part d'un TPE ou bien d'investissement. Avec le QR code, l'investissement devient, en fin de compte, chez le client. Moi, j'ai mon smartphone va remplacer le TPE. Donc, le type qui va bénéficier de commerçant qui sera, en fin de compte, bénéficiaire de transactions, n'a que ça va avoir qu'un QR code. Un QR code qui affiche sous la caisse, qui affiche, qui tient dans un badge, et la transaction va être initiée par le smartphone du porteur. Tout le monde aujourd'hui a un smartphone, tout le monde est connecté à l'Internet. On a 7 millions de clients de Facebook. Quand même, le smartphone est présent partout. Donc, l'investissement aujourd'hui avec ce modèle de paiement par QR devient donc chez l'utilisateur et l'équité. Il suffit que le commerçant se dote d'un QR code imprimé sur un bout de papier. Il sera saisi, il sera payé instantanément. Bon, toujours en comparant au TPE, dans les délais d'un jour à 2 jours. Donc, instantanément, le commerçant aura le montant que le client a payé. Il peut aller au premier étape pour retirer de l'argent. Donc, en fin de compte, J17 englobe d'autres services qui essaie quand même d'ajouter des services au fil des jours. Il y a des services qui peuvent intéresser les clients des IMF. Tous les IMF aujourd'hui, une bonne partie des IMF, au moins les clients, versent des crédits dans des cartes. Dans des cartes ordinaires. Donc, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais par exemple, l'ENDA, pratiquement, le grand nombre de crédits qu'elle verse dans des cartes ordinaires, des cartes virtuelles, co-brandies avec la Poste tunisienne. Je reviens toujours à cette question d'ouverture d'API. Donc, la Poste tunisienne est une entreprise API. Nous avons su ouvrir nos API aux partenaires comme aux
Fintech. Donc, en fin de compte, il y a une API mise à disposition de Enda qui lui permet de, en fin de compte, s'octroyer des cartes et bien sûr assurer le KYC quand même. Et le titulaire, donc bien sûr, le bénéficiaire du crédit aura donc en fin de compte le montant du crédit versé dans sa carte tribunal, que soit utilisé directement, soit utilisé partiellement au niveau de date, mais l'application du D7 peut lui servir pour rembourser l'édition du paiement. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'efforts que la Poste Mutuelle est en train de faire. C'est vrai, notre perte de lance aujourd'hui, c'est D17. Donc, c'est la première application mobile qui nous utilise. Donc, il suffit de se rendre sur le store et voir les statistiques. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un dernier point que nous comptons, c'est l'ouverture aux startups. On ne va pas sûrement faire tout l'effort. On ne va pas quand même offrir toutes les idées du monde, mais vraiment, c'est l'API, c'est le mode API, c'est l'ouverture aux startups, aux porteurs de projets et le garant de l'effervescence de ce modèle. Donc, merci. Okay. Merci beaucoup, Si Mohamed Zouhair. Effectivement, on voit bien que la Poste innove également avec des solutions de mobile payment. Je pense que la prochaine étape reste quand même l'interopérabilité. Le fait que effectivement toutes ces solutions soient ouvertes aux startups est une première étape. Le but final reste quand même qu'on puisse tous payer un jour avec son mobile chez tous les marchands. Et j'espère qu'on saura s'inspirer tous de l'expérience marocaine qui a été lente et compliquée, mais qui a donné de bons fruits. Et je pense, j'espère tout le succès pour cette solution marocaine dans le futur. Je remercie maintenant tous les intervenants et je passe la parole à Mourad pour prendre quelques questions du public. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de prendre les questions les plus posées. Voilà. Bien sûr, oui. Merci beaucoup. Merci aux intervenants pour vraiment la qualité des interventions, des discours. On a retenu pas mal d'idées. Peut-être avant de passer aux questions, en fait, il y a eu quand même une petite comparaison entre l'expérience marocaine et l'expérience tunisienne. Il y avait eu quelques demandes de clarification sur vraiment qu'est-ce qui est, où réside la différence, en fait. Quels sont les... Est-ce que c'est infrastructurel? Est-ce que c'est vraiment la relation entre les opérateurs et les banques? Quelle est la différence entre les deux modèles en place actuellement en Tunisie et au Maroc? Peut-être Rim et peut-être Nawal, si vous pouvez clarifier ce point, ou avec Moraz peut-être. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que le portefeuille digital qu'on a lancé aujourd'hui, pour l'instant, c'est plus un portefeuille qui a été ouvert par quelques établissements, surtout bancaires. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'établissements de paiement à proprement dit qui sont nouveaux, comme on a vu PayMe, etc., qui sont interconnectés. Aujourd'hui, c'est utilisé uniquement pour retirer son argent. Le futur, c'est quand même que ça soit utilisé également pour payer des factures, pour utiliser cet argent, pour faire de l'épargne et également de payer chez les marchands. L'expérience marocaine, elle va vraiment au-delà de ce que j'ai compris, puisque c'est directement interopérable, puisque autour de cette plateforme d'interopérabilité, il y a à la fois les établissements bancaires, les opérateurs mobiles qui ont émis, qui sont des établissements de paiement, et même des établissements de paiement un peu comme PayMe, innovants, qui sont à l'origine des établissements de transfert d'argent, qui se sont convertis en établissements de paiement. Et donc, tout ce beau monde sont tous autour de la même plateforme, et les marchands, eux, vont pouvoir accepter à la fois les paiements par carte et les paiements par mobile, et les paiements par mobile qui sont offerts par tout établissement de paiement. Donc vraiment, c'est plus que ce qu'on fait en Afrique, c'est plus que ce qu'on fait en Tunisie, de ce que j'ai compris. Alors si j'ai mal compris, n'hésitez pas à réagir. Nawel compléter, et puis bien sûr les acteurs en Tunisie, c'est Khaled et c'est Mohamed Zouhair, et bien sûr Moaz, vous pouvez rectifier. Alors, en complément à ce que tu viens de dire, Rim, alors aujourd'hui, il y a le switch mobile qui, ici au Maroc, porte un rôle, on va dire, purement technique, donc de switching. C'est le switch HPSS.
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce switch va raccorder l'ensemble des établissements de paiement, mais qui va aussi permettre donc d'acheminer les transferts d'argent et les paiements marchands. Et alors, dans le cadre du projet de paiement mobile, nous sommes aussi tenus d'adhérer au système actuel qui existe de virement bancaire. Donc aujourd'hui, nous passons à travers notre banque partenaire pour une participation indirecte dans le GSIMT. Et c'est cet organisme qui aujourd'hui permet les virements bancaires. Donc pour résumer, et j'ai vu il y a une question qui était posée tout à l'heure. Aujourd'hui, donc ce que nous ouvrons, c'est des comptes de paiement, c'est pas des comptes bancaires. On leur associe quand même un RIB, d'accord ? C'est un RIB de compte de paiement et pas de compte bancaire. Et c'est ce RIB qui va permettre donc d'identifier le compte et de permettre les virements avec les comptes bancaires. Voilà. Ce que je comprends aussi peut-être comme différence, je ne connais pas exactement comment a évolué dans sa version finale votre réglementation, mais je pense un sujet en termes de gouvernance, parce que ici, c'est un groupement à intérêt économique qui a été créé et qui va gérer l'ensemble de la gestion des aspects, on va dire, commerciaux, des aspects de gouvernance, des aspects de discussion avec le gouvernement et ainsi de suite, et qui va donc, lui, coordonner entre l'ensemble des acteurs. J'ai compris qu'en Tunisie, c'était un établissement de paiement unique qui allait permettre de représenter un ensemble d'acteurs. Voilà, je pense que c'est ça la différence. Permettez que j'intervienne par rapport d'abord à la comparaison des deux pays. C'est vrai, le Maroc nous a devancé sur le plan juridique en termes de texte. Forcément, les établissements de paiement ont existé au Maroc avant la Tunisie, mais aujourd'hui, il y a 2 établissements de paiement qui ont été créés, qui ont eu l'agrément. On voulait que ces 2 établissements-là participent avec nous dans cette opération-là, sauf qu'ils n'étaient pas totalement prêts sur le plan technique, mais je pense que très prochainement, ils vont commencer à occuper le terrain, je dirais, et faire ce qu'ils doivent faire. Ce qui est recherché n'est pas forcément l'aide sociale, mais c'est l'activité mobile d'une manière générale. Ceci concernant, je dirais, le comparatif. Donc, les établissements de paiement seront là. Sur le plan, toujours, je dirais, structure, on a aussi un switch. Et un switch, le rôle principal du switch, c'est de switcher les transactions entre les différents établissements émetteurs, je dirais, de wallet. Maintenant, j'ai vu des questions qui ont été posées. Pourquoi un seul switch? Pourquoi pas 2? Imaginez 2 switches. Comment faire pour switcher? Après tout, un switch, c'est pour switcher. Donc c'est surtout, le switch, c'est un support technique. Pas plus, c'est aux acteurs eux-mêmes qui doivent créer, et imaginer et innover. Oui, exactement. Si je peux me permettre aussi une dernière différence peut-être au jour d'aujourd'hui entre le Maroc et la Tunisie, c'est qu'au Maroc, les opérateurs ont déjà lancé leur porte-monnaie, leur mobile money comme un établissement de paiement, et que la Tunisie, enfin les opérateurs en Tunisie n'ont pas encore lancé ce type de projet. Et j'espère que dans l'avenir, justement, ils vont lancer également eux-mêmes des établissements de paiement et se raccorder à ce switch quelque part pour une interopérabilité globale. Même s'ils n'intervenaient pas directement, excusez-moi, même s'ils n'intervenaient pas directement, ils sont déjà avec nous. Aujourd'hui, quand on a lancé ce portefeuille digital, c'est grâce aux opérateurs aujourd'hui. Parce qu'eux, ils sont dans le système. L'USSD, ce sont les opérateurs. Donc, ils sont dans le système. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais ils iraient au-delà de ce rôle, bien sûr, d'opérateur. S'ils étaient établissements de paiement. S'ils étaient établissements de paiement. Enfin, s'ils arrivaient à avoir un agrément d'établissement de paiement, comme déjà, le Maroc. pour avoir un agrément, il faut le demander. Oui. Ça viendra peut-être dans le futur, je ne sais pas. Oui, non, mais effectivement, je veux dire, mais bon, en fait, moi, je voulais réagir par rapport encore une fois, à cette histoire de comparatif, parce que je pense qu'il n'y a pas à comparer. Chaque pays a ses spécificités, chaque pays a son histoire dans le domaine.
le Maroc a réussi à enclencher une démarche un petit peu plus tôt sur l'établissement de paiement. Mais si je reviens aux définitions du démarrage de ce webinaire, par rapport au mobile payment, au mobile money, ce qui est intéressant en fin de compte dans tout ça, c'est l'expérience utilisateur, c'est l'usage du digital d'une manière générale. Et pour que ça puisse réussir, il faut qu'il y ait non seulement une interopérabilité, mais je pense qu'il faut qu'il y ait également une convergence des moyens de paiement. Il ne faut pas que les moyens de paiement soient en silo. Donc, je veux dire, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous payez en cash sur la même caisse avec laquelle vous payez par carte. Il faudrait idéalement qu'on puisse payer de la même manière par mobile. Parce Exactement. Que je ne veux pas être désagréable parce que bon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de promotions lors de ce webinaire. Donc, je ne pensais pas que c'était une plateforme pour ça. J'en aurais profité. Tant pis pour moi. Mais mettre je veux dire, on ne va pas donner à une caissière chez Carrefour un téléphone pour accepter un paiement. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, il faut que, au contraire, il faut que les moyens de paiement convergent, que la personne ait un téléphone en main ou une carte ou du cash, qu'il paye quasiment sur le même. Sur le même, bien sûr, sur le même TPE, quoi. Parce que j'ai vu un petit peu, et c'est bien ce qu'a fait La Poste avec des 17 chez Aziz, mais Aziz notamment n'est pas une enseigne qui a de la monétique, ce qu'on appelle un système de monétique intégré. Donc, quand on est sur de la grande distribution qui gère des problématiques de flux, qui gère des problématiques de temps de traitement au niveau de la caisse pour les files d'attente, il faut que ça soit fluide et on ne peut pas séparer les moyens ou les canaux de paiement. Donc, il va falloir les faire converger à un moment donné. Donc, tout ça fait partie des prérequis aujourd'hui pour que ça puisse prendre parce qu'il faut que tout le monde adhère et il faut que l'utilisateur puisse payer avec son moyen de paiement n'importe où. Ça, c'est la condition. Il n'y a pas à chercher. Je veux dire, si demain, vous avez un wallet et que vous ne pouvez l'utiliser que pour 10, 15, 20, 30% de vos dépenses quotidiennes, au final, vous risquez de rebasculer sur du cash ou sur un autre moyen. Donc ça, c'est le risque. Il faut que, après, ça prend du temps pour enrôler ce qu'on appelle un petit peu ces commerçants-là, pour habituer les gens à utiliser. Il faut que ça devienne un réflexe. Moi, j'ai un des sujets, enfin, une des plateformes pour lesquelles j'ai quand même pas mal d'admiration, c'est ce qu'a fait Apple il y a quelques années avec le lancement de Apple Pay. Apple Pay a été lancé le jour où l'acceptation commerçant était prête à accepter le paiement sans contact. Mais en fait, c'est la même technologie quasiment qui a été utilisée pour les cartes contactless. Donc, lorsque les US ont basculé sur le passage à la carte à puce, il y a quelques années, ils ont mis à jour leur parc pour accepter leur parc de TPE, notamment à ce moment-là, pour accepter le paiement en contactless. Et immédiatement, Apple est arrivé avec une offre de paiement NFC qui, elle, en l'occurrence, est basée sur la carte. Mais au final, tout ça, j'ai entendu pas mal de débats sur la carte, le wallet. Au final, ce n'est pas le plus important parce qu'on a dématérialisé une carte ou simplement créé un compte virtuel. Pour moi, c'est la même chose. Au final, l'usage est le même. On a un client qui a de l'argent digitalisé quelque part dans un compte et il a l'utilisation de son mobile. Il recourt à son mobile pour payer chez un commerçant. Après, ça va être du QR code, ça va être de l'USSD, ça va être du NFC, ça va être un certain nombre de choses. Et je pense qu'il faut multiplier les canaux pour pouvoir adresser un maximum de personnes en fonction de leurs moyens, en fonction de leurs envies, en fonction de leurs usages. Voilà. Merci Simon pour cette intervention. Alors une question qui est en lien avec ce que vous venez de dire, c'est par rapport justement aux différents canaux avec lesquels on peut payer. Il y a une question dirigée vers Merwen, PMI. PMI, oui. Selon la personne qui pose la question, n'est pas un établissement de paiement agréé, mais il opère sous quel cadre juridique ou quel cadre réglementaire? Il faudrait peut-être apporter quelques clarifications sur ce volet juridique. Ouais.
Alors, étant donné qu'on a démarré en fait avant le circulaire et que l'activité était en place, on avait des clients, des commerçants et des particuliers. On a consulté donc la Banque centrale pour voir ce qu'on fait et la recommandation était de faire vite pour avoir l'agrément. Donc là, en ce moment, on est dans le process de préparation de tout le dossier et de la demande de l'agrément auprès de la Banque centrale. D'accord, merci. Ok, merci. Alors justement, par rapport au rôle de la BCT, on a une autre question sur l'impact de ces directives. Que pensez-vous, hein, et je m'adresse à tout le panel, du dernier projet du circulaire de la BCT concernant le paiement mobile et comment justement s'articulent les relations des éventuels opérateurs de mobile payment avec les banques et la BCT? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur ce rôle de la BCT et l'impact de ces directives sur les différents acteurs de l'écosystème? Je me permets peut-être de répondre et après d'autres intervenants peuvent apporter des Bien sûr. Oui. Donc, ce qu'il faut souligner à travers la dernière circulaire de la Banque centrale, c'est que c'est vraiment un grand pas qui a été fait par la Banque centrale tunisienne en matière de promotion de paiements digitaux. C'est vrai que c'est un projet qui a pas mal tardé, si on veut comparer par rapport aux d'autres expériences dans des pays et surtout par rapport aux attentes de l'écosystème. On sait très bien que plusieurs opérateurs en Tunisie ont voulu se lancer dans l'expérience de mobile payment, mais c'est le cadre réglementaire qui les a freinés. Donc, c'était plutôt une initiative qui était très bien accueillie de la part de l'écosystème en Tunisie. Mais voilà, comme ça a été souligné tout à l'heure, il y a quelques points, quelques axes qui pourraient être améliorés, entre guillemets. On est plus peut-être que la BCC est dans une approche de test and learn, dans le sens où le capital, si on peut comparer avec d'autres pays, le capital minimum requis est relativement élevé. Ça, c'est quelque chose qui a été souligné par les différents acteurs de l'écosystème et même par PMI tout à l'heure. Après, en matière d'exigence réglementaire, c'est vrai qu'il faut que la BCC trouve un compromis entre la sécurité des paiements, la stabilité financière, la sécurisation des consommateurs et l'intérêt économique des différents acteurs. Donc globalement, c'est une initiative qui fait que le cadre réglementaire est un peu comme le Maroc, devient favorable vers le développement des paiements digitaux. Après, reste l'initiative privée pour se lancer dans la promotion des établissements de paiement et dans la demande des agréments. Je laisse d'autres compléter éventuellement. N'hésitez pas à réagir. Je ne sais pas si, Olfa, tu avais parlé du circulaire de fin 2018 où il y a un nouveau circulaire qui est sorti. Justement, c'était mon commentaire. Donc, exactement, voilà. Donc, peut-être dire ce qu'il en est du nouveau circulaire, oui. Oui, enfin, il y a une circulaire qui est sortie il y a quelques jours, là. Donc, mais exactement. Justement, je salue la Banque centrale parce que la démarche de la Banque centrale est justement de consulter les différents acteurs avant de sortir la circulaire. Donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait des discussions qui étaient en cours autour de cette circulaire-là pour essayer d'affiner, pour essayer de voir quelles sont les précisions à apporter et qu'est-ce qui est à retirer. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut déjà libérer libérer la concurrence sur ce marché-là pour qu'il n'y ait pas forcément de mainmise sur la tarification, sur les façons d'opérer et les expériences clients. Et justement, ce que disait Marouane tout à l'heure par rapport au fintech, il faut que chacune puisse apporter sa vision, qu'elle puisse apporter une façon de faire, son innovation, et c'est ce qui va créer une dynamique sur le marché. Parce que si on se retrouve je vais être très désagréable, en régime communiste, avec tout le monde pareil, tout le monde qui fait la même chose avec la même tarification, on n'ira pas forcément très loin et on risque de tuer toute innovation qui va émaner de jeunes fintech comme PayMe.
Très bien. Je vais Merci. ajouter un point sur ce. En fin de compte, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est d'être cohérent. Je ne sais pas si vous avez suivi le fil d'actualité. Aujourd'hui, l'ANSIE, qui est l'autorité de certification en Tunisie, est en train de, en fin de compte, fournir le document électronique le plus important, le certificat. En se basant sur le texte de loi, aujourd'hui, on utilise un certificat, c'est une pièce d'identité. Et il y a maintenant quelques jours, j'ai vu que beaucoup d'acteurs qui sont entrés dans ce domaine, des entreprises qui sont en train, en fin de compte, d'offrir un KYC qui permet de s'octroyer un certificat. Donc, soyons logiques, soyons concrets. Avec un certificat, je peux signer un contrat. Donc, il peut le plus que le moins. Au moins, offrons un KYC ou bien une facilité pour ouvrir un compte virtuel comme celle qui a été offerte par le certificat. En fin de compte, il y a beaucoup de similitudes. En fin de compte, un compte virtuel, c'est vrai, ça sert pour faire des transactions, mais un certificat, c'est encore plus grave. Si je trouve aujourd'hui qu'il y a une possibilité de s'octroyer un certificat sans se déplacer avec un selfie, avec une séance vidéo, avec une infrastructure, surtout avec les acteurs des startups qui apportent des plateformes pour fidéliser ce KYC, au moins, rester dans le même niveau et offrir le même niveau de KYC digital pour ouvrir un compte virtuel, pour ne pas dire un compte bancaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui parlent de compte digital et qui se basent sur des mécanismes d'ouverture de compte à distance. Je ne cite pas les noms, mais il y a au moins 2 banques digitaux qui annoncent qu'il est possible d'ouvrir un compte bancaire à distance. Au moins, soyons cohérents avec ce que fait d'autres institutions, avec la logique du certificat et au moins garder le même périmètre, les mêmes risques, le même KYC. Et je suis sûr qu'avec ce KYC, parce que la difficulté, c'est de wallet, c'est le KYC en fin de compte. Si on résout le problème de KYC, vraiment, on va offrir une porte d'entrée pour le monde digital. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir ou Rim, Juste par rapport à ce KYC avec la signature électronique, ce qui me fait peur par rapport à la nouvelle circulaire, c'est que ça ne soit pas un frein supplémentaire. Parce que justement, le but de ce mobile payment ou de mobile money, c'est l'inclusion financière. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que les personnes qu'on cherche à inclure justement auront la possibilité d'accéder à cette signature électronique, notamment en termes de device ou même en termes d'éducation, tout simplement, pour avoir cette signature électronique? Est-ce que ça ne serait pas un frein justement à la souscription à distance? Voilà, c'est la question que je me pose par rapport à cette nouvelle circulaire. Je peux répondre, Rim? Oui, bien sûr. Frein, non, puisque de toute façon, ce n'est pas une obligation. En aucun cas. C'est simplement un moyen additionnel d'enrôlement client. Donc, si vous avez un smartphone, si vous avez envie de vous enrôler via ce canal digital pour bénéficier de la signature électronique de la NCE, via notamment des sociétés tunisiennes qui ont obtenu l'agrément pour ça, vous pourrez le faire. Mais si vous ne voulez pas ou vous n'avez pas de device approprié, vous vous rendez dans n'importe quel point d'enrôlement qui sont les agents des établissements de paiement ou des agences bancaires ou des agences postales, en l'occurrence, pour faire cet enrôlement. Donc, il n'a jamais été question, en tout cas à ma connaissance, pour avoir lu les différents documents qui ont circulé, à aucun moment je n'ai vu qu'il y avait obligation. Au contraire, c'est arrivé comme étant une simplification qui certes adressera une partie de la population, pas la totalité, mais ce n'est qu'une simplification de procédure pour accélérer l'enrôlement client. Donc, ça ne constitue en aucun cas un frein. De ce que j'ai compris, les clients de niveau 1 et niveau 2 n'avaient pas besoin de cette signature et donc pouvaient de toute façon déjà s'enrôler à distance. Le 1. Le 1, d'accord. Le 1 pouvait s'enrôler à distance. Est-ce qu'avec cette circulaire de signature électronique, du coup, ils doivent se rendre en agence? Ils doivent. Pourquoi? Non, ils peuvent toujours le faire à distance. Il n'y a pas de remise en cause. Vous parlez toujours de la catégorie 1. Oui. Oui, la catégorie 1, normalement, il n'y a pas de changement. Et c'était écrit de toute façon dans la loi, dans le texte de loi, dans la première circulaire de 2018.
C'est clairement expliqué. Mais ce qui est important, et ce que disait tout à l'heure Marouane, et je le rejoins par rapport aux limites, je veux dire, avoir un portefeuille qui ne permet de faire qu'un maximum de 250 dinars, c'est un petit peu limite. Mais c'est un début, ce n'est pas grave. Là, il n'est pas impacté. Celle du dessus, vous aurez le choix de toute manière entre aller chez un agent ou faire ça à distance en utilisant cette procédure de KYC digitale. D'accord. Merci beaucoup pour la clarification. Alors, on a une question qui rejoint aussi ce qui vient d'être cité par rapport au KYC, c'est en rapport avec les données personnelles en fait, et la protection des données personnelles. Tout à l'heure, on évoquait les garanties de confiance qu'il faut offrir aussi aux utilisateurs des systèmes de mobile money, de mobile payment. Donc, comment protéger ces données personnelles et quels sont en fait en quelque sorte les moyens pour vraiment garantir qu'il y a une certaine fiabilité auprès des utilisateurs? Peut-être Nawal, si vous pouvez peut-être parler de votre expérience au Maroc. Bien sûr. Alors, c'est un sujet qui est très important, les données personnelles. En tout cas, ici au Maroc, il y a la CNDP qui est très active par rapport à ça. Et nous, en tant qu'Orange Maroc, plus globalement, on est très attentif à ces aspects. Et en tant qu'Orange Money Maroc, encore plus, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'étanchéité des données entre celles de l'opérateur et celles de l'établissement de paiement sur laquelle la Banque centrale est très regardante, contrairement, on va dire, à plusieurs pays en Afrique subsaharienne dans lesquels la frontière n'est pas très, très claire. Donc aujourd'hui, c'est simple en fait. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est conditions générales de vente qui doivent être acceptées par le client. Il y a des demandes d'autorisation qui sont envoyées à la CNDP et donc des codes, enfin des autorisations, des numéros d'autorisation qui nous sont délivrés, qui nous permettent donc d'intégrer ça dans les différents contrats. Et bien entendu, il y a tout un système de contrôle interne et de gestion de risque qui aujourd'hui permet de définir des accès aux données, de faire des contrôles pour savoir qui accède à quoi et s'assurer qu'il n'y a pas de divulgation de données personnelles. Donc aujourd'hui, c'est un chantier que nous avons en fait mené pendant tout le déploiement, que nous avons réussi à mettre en place et qui répond normalement aux exigences de la Banque centrale. C'est des sujets qui sont très regardés normalement dans les audits. Donc j'espère qu'on n'aura pas de remarques particulières par rapport à ça, mais nous l'avons traité avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci. Peut-être, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir, mais sinon… Oui, voilà. Une petite remarque sur la sécurité. En fait, ce qui est rassurant, c'est que les établissements de paiement sont soumis à des conditions, parmi ces conditions, et qui doivent fournir un certificat d'audit sécurité tous les ans. Où ces audits doivent être faits par des organisations donc reconnues pour garantir la sécurité des données et des infrastructures utilisées par l'établissement de paiement. Donc ça rentre, ce n'est pas dans les best practices, mais c'est dans les conditions, dans la loi. Merci, merci Marouane. Alors, on est conscient qu'on a dépassé l'horaire ou la durée prévue pour ce webinaire. Peut-être une dernière question d'ouverture sur l'avenir. C'est par rapport aux solutions et leviers d'action pour la Tunisie. Si Moaz, tout à l'heure, il a parlé d'incentives pour pousser les citoyens à utiliser le service de mobile money. Alors, quel modèle économique recommander pour cette solution de paiement pour que ça soit vraiment viable pour tous les acteurs de l'écosystème, établissements, clients payeurs, commerçants, switch mobile, etc. Donc, peut-être réfléchissons ensemble à une solution qu'on pourrait envisager pour la Tunisie et que ça soit vraiment clair pour tout le monde comme une sorte de recommandation unique. Si vous permettez, je vais peut-être vous donner quelques retours parce qu'on a quand même quelques mois d'avance sur le paiement mobile. Aujourd'hui, chacun paiement a défini un plan d'action propre à lui en termes d'adressage, que ce soit des services, des clients ou des réseaux de distribution. Et dans le cadre du projet de paiement mobile, l'idée c'était donc de déployer massivement des commerçants qui vont pouvoir accepter le paiement mobile.
Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où donc les différents acteurs ont commencé à approcher ces gens, notamment avec les pièces de KYA qui sont requises par la Banque centrale, il y a nécessairement une réticence parce que d'abord c'est du formel, ensuite c'est des documents, c'est le registre du commerce, c'est des documents de solvabilité, enfin il y a plusieurs documents qu'il faut fournir. Donc on s'est rendu compte que le terrain n'était pas aussi simple que ça. Et sur ce point, je sais que la Banque centrale elle est relativement flexible parce qu'ils sont en train d'améliorer le nombre de pièces requises en termes de KYA. Par contre, le sujet sur lequel je trouve qu'il n'y a pas eu encore suffisamment d'efforts, c'est par rapport aux incitations fiscales. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet dans les mains de la Banque centrale. Par contre, c'est au niveau du ministère de la Finance. Il y a déjà eu un premier effort de réduction, on va dire, des taxes pour les commerçants qui acceptent le paiement mobile. Mais à mon avis, ça reste insuffisant. Donc aujourd'hui, pour qu'on passe de l'informel vers le formel, déjà, il y a cette réticence du changement qui est totalement naturelle. Si en plus, il y a les risques par rapport aux revenus, parce qu'on va devoir tout déclarer et payer des taxes, aujourd'hui, je pense que l'incitation fiscale est très importante. Et s'il n'y a pas un geste du gouvernement, au moins pour peut-être ne pas rendre ça franchement non taxable pendant au moins quelques années, à mon avis, ça sera compliqué de laisser les conditions actuelles. Est-ce que Simoaz ou quelqu'un d'autre parmi vous, dans le panel, veut réagir par rapport à cette incitation fiscale, ou est-ce qu'il y a d'autres incitations, d'autres recommandations que vous préconisez? Il y a plusieurs incitations. En fait, déjà par rapport au modèle économique, je pense que le modèle économique doit encourager des transactions, un modèle qui ne soit pénalisant pour personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut développer et déployer le mobile payment doit être capable d'adresser des clients sur des petites transactions de petits montants, de faibles montants et sur des gros montants. Donc ça, il faut que derrière, les frais de switching notamment, il faut que tout le monde puisse retrouver ses billes au final, que tout le monde gagne de l'argent, parce qu'un modèle où personne ne gagne de l'argent, où il y a que certaines parties qui gagnent de l'argent ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible. Maintenant, pour ce qui est de la fiscalité, je pense qu'il y a beaucoup de leviers sur lesquels le gouvernement peut agir et Mme Nawel avait entièrement raison puisque c'est le ministère des Finances qui joue sur ces leviers-là. Donc, il va agir côté utilisateur, même si ça a des limites côté utilisateur, parce que les meilleurs leviers, c'est d'offrir des incentives en termes de réduction d'impôts sur les paiements en digital. Mais quand on est dans un pays où malheureusement, il y a le gros de l'économie se fait dans l'informel, où les gens ne payent pas d'impôts, il n'y a pas de carotte, forcément. Et malheureusement, la sanction n'est pas la solution, parce qu'il ne faut pas que ça soit uniquement ça. Donc, il faut peut-être que ça soit de l'autre côté, côté commerçant. On peut défiscaliser tout ce qui est paiement en digital. Et encore une fois, je ne fais pas du tout de focus sur le mobile. Je parle de digital d'une manière générale. De la même manière qu'en Tunisie, on a mis en place il y a quelques années des incentives sur l'exportation, aujourd'hui, on pourrait faire la même chose sur tout ce qui est payé en digital. Et qu'on promette à ces commerçants-là que pendant 5 ans, on les laissera tranquilles et qu'on n'ira pas chercher ce qu'ils ont touché en digital. Il va falloir qu'on trouve la carotte. S'il n'y a pas de carotte, il ne se passera absolument rien. On va tourner en rond, tout le monde va investir, tout le monde va mettre en place des solutions, va faire un certain nombre de choses, mais personne ne gagnera rien. Ou en tout cas, on gagnera des miettes. Donc il n'y a pas d'intérêt si on continue comme ça. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes peut-être qui veulent réagir par rapport aux recommandations, ou est-ce qu'il y a d'autres recommandations qui peuvent émerger? Okay. Bon, peut-être le mot de la fin, je vous laisse la liberté si vous voulez parler d'un sujet librement avant de clôturer. Est-ce que vous avez… Oui, merci beaucoup. Merci dans tous les cas à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je sais qu'on a eu quand même beaucoup de questions auxquelles on n'a pas eu l'occasion de répondre. On pense avoir ouvert donc l'essence, ou dans tous les cas rempli les objectifs qu'on s'est fixés pour ce webinaire.
Merci à nos chers intervenants, surtout, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu aux questions. Nous espérons que ce webinaire a permis à la majorité de mieux comprendre, de mieux cerner la réalité du mobile money en Tunisie, mais aussi de comprendre et de se familiariser peut-être aux initiatives lancées en Tunisie et ailleurs, notamment avec l'expérience marocaine. Nous vous donnons rendez-vous pour des prochains webinaires. Bien sûr, la TUJ reste active dans l'organisation de webinaires pour créer vraiment voilà, des occasions de débat et de réflexion. On vous invite à suivre la page ATUJ pour plus d'informations et vous pouvez aussi visualiser l'entièreté de ce webinaire sur la page ATUJ. Il y aura le live qui sera aussi disponible sur cette page. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous Cheikh Taïba et puis à bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci. 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 Merci, à bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Je vais aller applaudir maintenant.